Au moment où cette vidéo sort, nous allons fêter les 1 an de la chaîne, et je n'ai toujours pas parlé de jeux vidéo. Si c'est vrai que je ne prends pas le temps de jouer ces temps-ci, il y a une saga que je ne louperai pour rien au monde, et cette saga, c'est la légende de Zelda. Quand j'étais petit, je n'avais pas de console, j'allais le mercredi après-midi chez un de mes meilleurs amis, Didier. Là on se l'a donné sur Smash Bros, Mario Party, Mario Kart, Mario Tennis, Mario va à la plage, mais aussi on faisait les jeux Zelda. Alors lui les avait souvent fait de son côté, du coup mes premières expériences de la saga sur les opus 64 étaient assez simplifiées. J'ai connu la souffrance d'Enigma Rotors bien des années après. Je te vois à Link Between Worlds. Après j'ai eu le droit à une DS grâce à laquelle j'ai fait beaucoup de Zelda. Wind Waker avec des trains, cette saloperie de Link Between Worlds, et encore après j'ai eu accès à un PC. Et là j'ai pu faire des plus anciens, comme le premier qui dépasse largement à Link Between Worlds en termes de complexité d'énigmes, puisque la structure du monde est en elle-même une énigme. Et bien sûr je me suis tué sur les opus de la Switch, sur lesquels je cumule des heures et des heures de cassage de cul de bokoblin, même si parfois c'est l'inverse. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Petite incise, mais savez-vous comment a été créé le premier jeu Zelda? C'est une histoire un peu connue, mais je vais vous la raconter. Tiens, j'ai une impression de déjà vu. L'un des deux réalisateurs du jeu est le très célèbre Shigeru Miyamoto, accompagné de Takashi Tezuka. On va se centrer sur le premier qui a un CV autrement plus important que le mien, puisqu'il est le co-créateur de petites licences telles que Star Fox, F-Zero. Et bon, un truc qui a pas trop marché, un truc où tu joues genre un plombier qui va sauver une princesse. Trop bizarre le truc. Miyamoto aurait eu l'idée du concept du jeu Zelda en se remémorant la fois où, enfant, il s'était perdu en forêt découvrant alors des lieux abandonnés. Un lac, ce genre de choses. Ce qui explique en partie le fait que l'un des enjeux dans cet opus est de bien se repérer dans les différents tableaux et donjons, afin de retrouver son chemin et poursuivre sa route. Le jeu est un RPG où on joue Link. Il s'inspire de l'œuvre de Tolkien, bien sûr, mais d'autres choses comme le livre de James Matthew Barrie, Peter Pan. Même s'il s'est plutôt inspiré de l'adaptation de Peter Pan de Disney. Les mécaniques de RPG sont très simplifiées. Seuls les points de vie du héros s'améliorent ainsi que pas mal d'équipements. Je lève, j'arrête pas de lever. La complexité vient globalement de la compréhension du monde pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt. Aujourd'hui, la saga compte 21 jeux avec la sortie récente de Zelda, qui est le premier jeu depuis 38 ans où l'on joue la princesse Zelda. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. La saga a connu de très nombreuses évolutions avec le temps. Les jeux, comme le cinéma, sont très dépendants des technologies. Faites pas le même jeu sur 64 que sur Switch. Encore que... La saga Zelda a particulièrement été importante lors des bonds technologiques, lors de l'entrée dans la 3D avec le Super Mario 64 par exemple. Le jeu définit la manière de gérer la caméra, mais aussi la construction d'un univers, sa gestion, etc. Les deux Zelda sur 64 sont encore reconnus pour avoir été des jeux révolutionnaires à leur époque, et être encore aujourd'hui d'excellents jeux. La seconde révolution finalement c'est le passage à l'open world avec les deux opus principaux de la Switch. Ce jeu a redéfini ce que peut être un open world de deux manières. D'une part une map à découvrir à la Ubisoft mais son point d'intérêt sur la carte. Les points d'intérêt, en fait, tu te les crées en observant. Tiens, là, il y a une montagne, là, un arbre creux, là, une crevasse un peu étrange. Bref, tu te fais ta propre expérience. Et également en créant pour le jeu un moteur chimique qui permet de gérer les interactions entre plusieurs éléments. Par exemple, si vous enflammez de l'herbe, ça va créer une colonne d'air qui va permettre de vous élever avec la paravoile, d'attaquer, etc. Bref, c'est la liberté totale. Et finalement, Tears of the Kingdom, c'est comme Breath of the Wild, mais vous mettez les potards à 200. Vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler de Zelda, et donc on n'échappera pas à la question du féminisme. Le féminisme, c'est un courant de pensée qui place l'égalité homme-femme au cœur de son idéologie. Cette égalité concerne aussi bien l'aspect économique, la moyenne d'écart de salaire entre les femmes et les hommes est de 4% à métier et temps de travail égal, mais les femmes sont aussi les plus représentées dans les métiers les moins rémunérés et à temps partiel, car c'est souvent elles qui sacrifient leur métier pour s'occuper des enfants. Le féminisme revendique donc une égalité sociale en opposition à ce qui se passe dans notre société. C'est cette recherche d'égalité sociale qui rejette le patriarcat de notre mode de pensée actuel, c'est-à-dire centré sur les hommes et mettant les femmes dans une situation de désavantage, ou niant une part de leur qualité et de leur autodétermination. Et notamment on le retrouve dans Zelda où le personnage féminin, le personnage éponyme, au hasard, est souvent très secondaire, surtout dans les premiers jeux où elle est l'objectif du héros, un peu comme dans le premier Mario et d'autres jeux de cette époque. Je vais donc tâcher d'analyser l'évolution de ce personnage dans la saga en expliquant comment cela se traduit dans l'histoire et le gameplay potentiellement. Et avant de commencer, et comme je vais pas mal m'appuyer sur elle, je vous mets en commentaire épinglé et sur l'écran des chaînes de femmes qui parlent de féminisme. Cette période concerne les jeux tels que The Legend of Zelda de 1986, The Adventure of Link sorti en 87, A Link to the Past de 91 et Link's Awakening 1993. Je suis médusé.
Dans le premier Zelda, le jeu est extrêmement simple. Console oblige, le jeu nous lâche au milieu de nulle part et c'est à nous de retrouver notre chemin. L'histoire ne nous est absolument pas racontée. À côté, même Dark Souls, c'est un film interactif. Finalement, le seul bout d'histoire explicite, c'est ce qui est expliqué dans la notice. Et encore, c'est dans le texte d'introduction de la dite notice qu'on en apprend un peu plus. Et la track mode aussi. Grosso merdo, c'est la merde dans Hyrule. T'as l'armée maléfique de Ganon qui cherche à le mettre au pouvoir en recherchant les 3 morceaux de la Triforce. Ganon en possède déjà la partie liée à la force. Zelda, pour l'arrêter, divise la partie liée à la sagesse en 8 morceaux, et avant de se faire capturer, elle envoie sa nourrice, Impa, chercher un valeureux guerrier capable de vaincre le maître du mal. La nourrice va alors tomber sur un Link qui va lui-même faire les 8 donjons pour récupérer les morceaux de la Triforce et refaire le cul de Ganon. Écartez-vous derrière! Vous voyez, c'est très simple comme histoire, c'est direct, un peu comme une mécanique de jeu. On démarre au milieu de nulle part, il y a une grotte dans laquelle on rentre et dans laquelle on trouve un clodo qui nous donne une épée en bois. Je suis roi de Bretagne, j'ai pas de conseil à recevoir d'une clodo. Là, normalement, vous rentrez dans la grotte pour récupérer l'épée, mais vous pouvez très bien passer à côté et vous faire défoncer le cul par la faune locale. Par contre, on apprendra immédiatement à se défendre avec le bouclier que l'on a dès le départ, et ça tombe bien car les premiers ennemis que nous aurons, les Octoroks, nous attaquent à distance, ce qui nous induit le fait de parer. Plus tard, on aura des grottes avec des marchands où on pourra dépenser l'argent acquis en défonçant la faune locale. Comme Total Energy en fait. Alors Pouyanné, arrête de te gaver. Mais bref, le jeu laisse la part belle à l'exploration, rien ne vous guidera. C'est à vous de faire votre chemin. Enfin, vous et les ennemis bleus qui vous casseront la gueule en début de partie. Mais contrairement à Mario, ici vous avez des vies infinies, vous recommencerez juste à votre point de départ, sans rien avoir perdu. Il ne reste qu'à trouver un chemin plus facile. Finalement, même si le jeu est un RPG, l'histoire tient une place peu importante. Du moins, c'est aux joueurs de se la faire, ce qui est exceptionnellement bien fait ici. L'un des défauts, c'est qu'il n'y a aucune écriture de personnage, et Zelda, c'est celle qui en souffre le plus. Principalement pour garder de l'espace sur la cartouche, mais également pour mettre en avant le côté exploration du jeu. Et puis le jeu s'inspire beaucoup des contes de fées, de récits mythiques et de contes merveilleux qui placent souvent dans leurs récits les femmes de la même manière que Zelda ici. En effet, il y a cette fameuse blague sur internet qui consiste à se moquer que le nom de la saga ne soit pas celui du personnage principal, mais celui de la princesse qu'on ne voit souvent que très peu. D'ailleurs, si dans cet opus vous nommez votre avatar Zelda, vous commencerez la seconde quête, qui est le jeu en plus dur. Seconde quête que vous faites normalement après avoir terminé le jeu une première fois. Malgré le fait que cette pauvre princesse donne son nom à la saga, n'apparaît qu'à la fin, une fois qu'elle est délivrée par Link. Vous l'aurez compris, dans cet opus, Zelda est l'archétype de ce qu'on appelle la demoiselle en détresse. Il s'agit d'un stéréotype très utilisé dans les arts, dans la littérature, dans le cinéma et bien sûr dans le jeu vidéo. Je suis sûr que vous avez plein d'exemples en tête. Beaucoup de princesses Disney, toutes les héroïnes dans les films King Kong au cinéma, Lois Lane dans les comics Superman, et bien sûr dans les jeux vidéo, Mario, Zelda. C'est un trope de moins en moins utilisé, et pour cause le féminisme a gagné en grappillant quelques places dans nos esprits. Aujourd'hui, si on voit une demoiselle en détresse, on va déjà s'en apercevoir, ce qui n'était pas forcément le cas fut un temps. Et puis on va trouver ça inintéressant et trop simple, bien que cela peut être bien fait aussi. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger! Du coup, de nos jours, c'est quelque chose qui a quasiment disparu. Pour autant, dans ce jeu, la princesse n'est pas qu'une demoiselle en détresse. Certes, elle est ultra secondaire. Certes, elle a besoin d'un homme pour la protéger. Mais pour autant, avant d'être capturée, elle empêche Ganon d'accomplir son objectif, dans un geste héroïque et se sacrifiant même pour cette cause. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur Alien, un personnage obtient l'altruisme des grands héros lorsqu'il se sacrifie pour les autres. Ici, Zelda ne se sacrifie pas, elle ne meurt pas pour l'opération, mais elle prend beaucoup de risques. Pour analyser ce qui pousse le féminin dans ce type de rôle, je vous conseille la lecture de Totem et Tabou de Freud. D'ailleurs, dans cette analyse freudienne, on peut percevoir en Ganon la figure du père, véritable puissance destructrice et mauvaise et qui est un obstacle à notre héros, mais ce sera surtout le cas dans d'autres opus comme Twilight Princess. Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail et de mon indifférence. La demoiselle en détresse, c'est un schéma qui est ancré dans le féminin. Anita Sarkeesian, vidéoblogueuse diplômée d'une maîtrise en sociologie et politique, centrée principalement sur les questions féministes, décrit la demoiselle en détresse comme ceci. La demoiselle en détresse est un stéréotype dans lequel le personnage féminin est placé dans une situation périlleuse dont elle ne peut s'échapper seule et doit être sauvée par un personnage masculin, apportant, généralement, une motivation centrale sur la quête du protagoniste. Le schéma de la princesse en détresse rend typiquement les hommes sujets de la narration en reléguant les femmes au rang d'objets. C'est une forme d'objectification, puisqu'en tant qu'objet, ces femmes subissent les actions étant souvent réduites à l'état de récompense à obtenir. Vous connaissez peut-être aussi le terme synonymique de femme dans le réfrigérateur. Ce terme est utilisé pour la première fois en 1999 par Gail Simone, une scénariste de comics. Elle s'appuie sur le numéro 54 de Green Lantern, où le héros retrouve sa compagne tuée dans son réfrigérateur. Pour Gail Simone, cela indique la tendance à faire subir au personnage féminin de comics des brutalités ou des meurtres dans l'objectif de faire évoluer l'arc narratif du personnage masculin. Ce qui est critiqué ici, c'est l'utilisation de ces femmes comme des objets, et non comme des personnages.
Elles sont le moteur pour les protagonistes, mais ne font rien d'elles-mêmes. Et même parfois, elles sont vues comme une récompense, et c'est ce qui se passe clairement dans le premier Zelda. Certes, on se bat pour battre le mal, mais la récompense du personnage à faire ça, c'est la main de la princesse, alors même qu'ils ne se connaissent même pas. Et même s'ils se connaissent, je vois pas en quoi Sauver le Monde offre à Link un droit sur la princesse. La princesse avec ce trope est donc vue comme un objet à collectionner, échanger, voire consommer, et permet aux hommes de valider leur virilité. Cette vision de la femme qui est dégagée à cause de ce trope banalise la violence faite aux femmes, puisqu'elles sont le prétexte de la mise en mouvement du héros. C'est normal que Zelda soit enlevée parce que sans ça, Link ne partirait pas la délivrer. Le sexisme et le jeu vidéo, c'est une grande histoire d'amour. Dès les premiers jeux et dans les années 90, on voit une prolifération des stéréotypes de genre et dans les trames narratives du jeu vidéo. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la société, qu'elle soit européenne, américaine ou nippone, est hétéro-patriarcale. Ça déjà, c'est évident. Mais aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueuses à ce moment-là. Les femmes et les filles étaient exclues de cette activité, un cliché qui persiste encore un peu de nos jours. Alors quand même 47% des joueurs sont des femmes. I'll be back. Cependant, capitalisme oblige, l'industrie du jeu vidéo cherche de nouveaux marchés, et les femmes sont un marché potentiel. Notez bien que l'industrie ne s'est pas tournée vers elle par féminisme, mais par soif de profit. Ces jeux sont différents de celui proposé pour les hommes. Ils ont souvent un gameplay plus passif et plus tourné vers le care, le soin, l'aide d'une ou des personnes. On a tous déjà entendu un abruti dire que les Sims c'était un jeu pour filles. Et les Sims c'est plutôt un gameplay passif. Enfin c'est pas League of Legends quoi. Ça prend des... Dans l'histoire du mouvement féministe, on compte plusieurs vagues. D'après le site Oxfam France, il existe 4 vagues. La première vague débutant au milieu du 19e siècle se centre sur la reconnaissance pour les femmes de leurs droits civiques. On est donc vers 1850 et les femmes n'ont quasiment aucun droit de vote, de propriété. Cette première vague sera la plus longue car, malgré les nombreuses voix qui s'élèvent, les femmes tardent d'avoir des droits fondamentaux. Aux États-Unis, les femmes blanches auront le droit de vote en 1920 et en France, n'est qu'en 1944 qu'elles acquièrent le droit. C'est le gouvernement provisoire qui leur donne bien sûr. Pas celui de Vichy. Putain d'enculé fasciste. La seconde vague débute environ dans les années 60 et combat les oppressions patriarcales en revendiquant plus d'égalité entre les hommes et les femmes, de salaire, mais aussi le droit d'avoir un compte bancaire par exemple. Ces combats ne concernent pour l'instant que les femmes blanches occidentales. C'est avec la troisième vague des années 90 que le mouvement s'élargit à d'autres origines, genres et orientations sexuelles. Elle vise, avec la naissance du concept d'intersectionnalité, à rendre visibles les femmes invisibles. L'intersectionnalité est définie par Alexandre Jaunet et Sébastien Chauvin comme une théorie critique au sens où elle permet de formuler des intérêts normatifs spécifiques, ceux des minorités situés à l'intersection des grands axes de structuration des inégalités sociales et dont les intérêts ne sont pas représentés par des mouvements sociaux. Par exemple, une femme noire est à l'intersection entre le racisme et le sexisme. Ce sont deux discriminations qu'elle subit. Enfin, la quatrième vague du féminisme démarre en 2010, et là le principal changement est les moyens utilisés, et notamment Internet. Dans le jeu vidéo, il semblerait que l'on soit à 3 vagues. Évidemment, la première vague féministe ne peut être accompagnée de jeux vidéo, ça, c'est évident. Mais des chercheurs et chercheuses semblent découper l'histoire féministe du jeu vidéo en 3. C'est le cas par exemple de Gabrielle Trépanier-Jobin, professeur en études du jeu vidéo à l'école des médias de l'Université de Montréal. Dans son article problématique de genre dans le jeu vidéo, elle nous parle de la première vague apparaissant dans les années 90. Cette vague est marquée par le mouvement des jeux pour filles qui fait débat chez les féministes. Certains veulent inclure dans les jeux des activités typiquement féminines, ce qu'on peut appeler du pink games. D'autres veulent des jeux plus fondés sur l'exploration, la coopération, ce que l'on appelle les purple games. Ce qui explique qu'un jeu tel que Tomb Raider, fondé sur l'exploration mais porté par une héroïne très érotisée, a fait tant débat dans la communauté. On parlera dans la seconde vague du féminisme vidéoludique dans la prochaine partie. Je vais passer vite sur The Adventure of Link et A Link to the Past parce que globalement il y a les mêmes choses à dire qu'avec le premier. Dans le second jeu, Zelda est endormie dès le début du jeu, comme la Belle au bois dormant. Elle ne sert donc à rien. Et dans le 3, elle est capturée dès le début par Angaim, le sorcier. Et pareil, elle ne servira à rien. Ça me sert à rien. Dans Link's Awakening, Zelda n'est pas présente. Je crois qu'elle est même pas mentionnée. Enfin, on peut parler de l'apparence de Zelda dans ses 4 premiers jeux, même si on en parlera bien sûr après. Évidemment, les consoles de cette époque-là ne permettent pas de bien représenter les personnages. Très pixelisés et simplifiés, on note quand même sur les artworks que la princesse est une jeune femme rousse coquettement habillée, mais elle n'est pas vraiment sexualisée. La conception graphique d'un personnage dans le jeu vidéo, c'est pas fait au hasard. Prenons l'exemple de l'artwork de Link. On voit un jeune homme habillé de vêtements souples lui laissant une grande marge de manœuvre pour les combats. Il est équipé d'un bouclier et d'une épée. En bref, c'est un guerrier qui se déplace vite et encaisse avec son bouclier avant de frapper avec son arme. Il est aussi bardé de bordel, qui sont des outils utiles pour le jeu. Son design est en accord avec le gameplay qu'on attend de lui, ainsi que son caractère de pro-chevalier et d'aventurier. Un exemple plus récent mais qui est bien parlant, c'est celui du chef des pierres dans Breath of the Wild. Comme c'est le chef, il se doit d'être vieux et sage, c'est pour ça qu'il a une apparence de vieux hibou. Et pour montrer son importance, il est bien plus gros que les autres pierres. L'apparence du personnage principal permet l'identification aux joueurs. C'est un objet de marketing. C'est juste très vendeur de jouer Geralt de Rive dans The Witcher. Tous les lecteurs du bouquin le veulent. Depuis les années 90, on constate de nombreux stéréotypes de femmes dans le jeu vidéo. Elles sont souvent hyper sexualisées, particulièrement dans les marchés américains et nippons.
Elles sont dotées de vêtements révélateurs de mensuration irréalistes et permettent de satisfaire le public masculin. Beaucoup ont fait la blague au sujet des armures de MMO et la différence de design entre les hommes et les femmes. T'as pas pris la même armure, toi? Ah mais si, mais j'aime bien. A l'inverse, les personnages masculins sont souvent hyper virils. Ils sont musclés et ont la mâchoire carrée. Ils aiment la bagarre. Bref, tout comme moi. Ils permettent l'identification narcissique aux joueurs masculins hétéros qui se voient dans ce personnage. Tout cela se définit dans le concept du male gaze. Théorisé par Laura Mulvey, critique et réalisatrice de cinéma britannique, le male gaze consiste en quelque sorte à la projection fantasmée des femmes pour les hommes, à travers des outils culturels et médiatiques. Ce qui passe par les représentations que j'ai citées un peu plus haut. On en reparlera dans les deux autres parties, mais ici la princesse n'est pas particulièrement sujette à ce genre de problème. Contrairement au principe de la Schtroumpfette, conceptualisé par Catapolite, poétesse et essayiste américaine qui le définit comme ceci. Un groupe dont la masculinité est renforcée par la présence d'un unique personnage féminin défini de manière stéréotypée. Le message est clair, les garçons sont la norme, les filles une variation. Les garçons sont au centre, les filles à la périphérie. Les garçons sont des individus, les filles des typologies génériques. Les hommes définissent le groupe, son histoire et ses valeurs, les filles n'existent qu'en relation aux hommes. En effet, Zelda nous semble presque être la variation de Link. Et pour cause, il n'y a quasiment pas d'habitants. C'est à se demander ce qu'il y a à sauver. En tout cas, c'est valable dans le premier jeu. Les suites montrent bien plus de personnages et les faits s'estompent assez vite. Zelda commence à posséder son propre chara-design qui la distingue du personnage principal et d'autres personnages féminins évoluent dans ce monde. L'univers va s'étoffer avec les autres jeux, les messages également, et on va voir ce qu'il en est de la princesse Zelda dans la seconde partie. C'est la période la plus longue et donc composée du plus grand nombre de jeux. Cependant, j'en distinguerai deux types, les gros Zelda 3D et ceux qui ont un gameplay en 2D, souvent vu du dessus. Dans la première catégorie, nous avons Ocarina of Time, sorti en 1998, Majora's Mask, sa suite 2 ans plus tard, The Wind Waker en 2003, Twilight Princess en 2006 et Skyward Sword de 2011. Dans la seconde, on retrouve les deux Oracle, Season et Ages en 2001, le Force World de 2003, Minish Cap l'année suivante, Force World Adventure l'année d'encore après, ainsi que Phantom Hourglass et Spirit Tracks respectivement 2007 et 2009. Je suis un papillon. Je vole en liberté avec mes superbes ailes de papillon. Bien qu'il soit un peu dans un entre-deux, et enfin les deux derniers sont A Link Between Worlds et Triforce Heroes en 2013 et 2015. La différence est bien sûr dans le gameplay qui n'est pas le même entre Zelda 3D et 2D, mais pas que. En dépend également les ambitions souvent plus élevées pour les Zelda 3D. Les 2D, eux, sortent principalement sur console portable et visent souvent un public un peu plus jeune. Et pareillement, la place de Zelda dans ces jeux est différente. Elle est bien plus présente en général dans les jeux en 3D, même si bien sûr il peut y avoir des variations. Commençons donc par le premier et l'un des jeux les plus importants de l'histoire du jeu vidéo, Ocarina of Time. Dans ce jeu, nous suivons Link de son passage de l'enfance à l'âge adulte. Et c'est donc pareil pour la princesse Zelda. Dans l'âge de l'enfance, elle paraît déjà être une princesse en avance sur son âge, qui prend ses responsabilités dès le plus jeune âge. Elle perd tout lorsque Link revient la voir avec tous les éléments pour récupérer la Master Sword. Ganon va prendre possession du château, et Zelda va devoir quitter son chez elle, alors que Ganon va ravager tout le royaume. 7 ans s'écoulent alors que Link voit son esprit enfermé, le temps que son corps grandisse et gagne en puissance, afin de porter l'épée de légende. Le héros sera alors aidé d'un nouveau personnage qui s'élève contre les atrocités du roi démon, Sheik. Comme chacun sait maintenant, il s'agit en vérité de la princesse Zelda, qui s'est entraînée pendant des années pour aider Link dans sa quête. Une fois cela fait, Zelda avoue son identité de 7ème sage. Comme Ganondorf et Link, elle possède un des 3 fragments de la Triforce, celui qui lui correspond le plus, celui de la sagesse. Et effectivement, c'est sa sagesse qui permet à Zelda de créer un plan qui l'amène à la victoire. Jamais dans un autre jeu auparavant la princesse n'a été aussi importante. Ici, elle est à la fois la figure d'autorité du royaume et indique au héros ce qu'il doit faire, mais elle-même n'est pas en reste. Si dans la première partie elle est assez passive, du coup assez proche de ses anciennes itérations, dans la seconde partie elle devient une kunoichi, elle est donc passée de passive à proactive. Sans parler de tous ces titres qui placent son importance comme celui de 7ème sage et le fait qu'elle est un morceau de la Triforce. Mais il va la fermer sa gueule! On pourrait arguer que son morceau de Triforce, lié à la sagesse, est celui qui a la dénomination la plus féminine. Le courage et la force, les autres parties de la Triforce, eux sont plutôt liés au masculin dans l'esprit général. C'est vrai, regarde-nous finalement. Courageux et fort, bien sûr. Il y a des émeutes dehors, on y va? Ouais, toi de terminer de tourner. Zelda, pour la première fois, est active dans le récit. Elle devient un vrai personnage avec un objectif, des émotions. C'est con, mais c'était pas le cas avant.
parce qu'elle était qu'une fonction, donc c'est une sacrée évolution pour le personnage. Souvent un personnage féminin tire sa positivité de caractère traditionnellement associé aux hommes, ce qui permet au personnage de s'élever au-dessus de la masse des autres personnages féminins. Une jeune fille qui joue avec des jouets de garçons ne sera pas très mal vue. Ça peut être le cas, mais c'est moins courant que l'inverse. Un jeune garçon qui joue avec des jouets de filles. Là, on voit bien que les jouets pour garçons et les comportements de garçons qui sont induits par ces jouets sont favorisés par la société. Là où, dans l'idée, une jeune fille garçon manqué tend vers le masculin, et donc de nombreuses qualités propres à ce genre. Un jeune garçon fille manqué sera déprécié car faisant partie du sexe fort et s'abaissant avec des comportements du sexe faible. Je sais pas si c'est très clair. C'est difficile à expliquer tant tout est intériorisé dans notre société patriarcale. Mais en gros, Zelda sera toujours plus valorisée dans les scénarios et auprès de la communauté si elle acquiert des comportements perçus comme masculins, comme le fait de se battre par exemple. C'est ce qui empêche également des comportements dits féminins d'être valorisés. Mais ça, c'est encore une autre question, peut-être un autre jour. On va passer vite sur Majora's Mask parce que la princesse Zelda n'est pas là. Et pour cause, l'histoire se passe à Termina et non dans Hyrule. À la fin d'Ocarina of Time, la princesse renvoie Link dans le passé pour qu'il y vive une enfance normale. Les deux se retrouvent séparés tandis que notre héros part à l'aventure, lui qui a déjà grandi et qui est plus ou moins un adulte dans un corps d'enfant. Les deux jeux suivants sont les Oracle Ages and Seasons. Les deux jeux forment plus ou moins le même jeu ou du moins la même histoire qui aboutissent au même moment qui permet d'enchaîner l'un ou l'autre. Bref, je vais pas trop en parler parce que ce n'est pas des jeux que j'ai fait, mais c'est des jeux que je dois faire. Dans les deux cas, Zelda se fait enlever sur la fin et n'apparaît qu'à ce moment-là d'ailleurs. On enchaîne maintenant avec un de mes Zelda de cœur, Wind Waker. Dans ce jeu Zelda, on retrouve un Hyrule très particulier, envahi par l'eau, composé de quelques îles séparées par de vastes étendues d'eau. Et non, je ne décris pas le monde de One Piece. Dans ce Zelda, au début, on pourrait croire qu'il n'y a pas de princesse Zelda, comme dans Majora's Mask. Par contre, au début, nous sauverons une jeune fille qui se trouve être la chef d'un groupe de pirates. Elle s'appelle Tetra. Elle fait la taille de Link, blonde comme lui, et elle est espiègle, mais aussi prompte à aider le héros en cas de besoin, ce qu'elle fait déjà à plusieurs reprises dans le jeu. Quand je baisse le bras, t'envoies. Dans la seconde partie, on apprend qu'en réalité, il s'agit de la princesse Zelda. Contrairement à Ocarina of Time, cette fois-ci, elle ne le savait pas elle-même et la apprend de la bouche de Ganon et du roi d'Hyrule. Cette version de Zelda est assez décalée par rapport aux autres, et pour cause, elle ne sait pas qui elle est dès le début. Il s'agit d'une Zelda toujours dirigeante, mais sans le poids de la protection d'un royaume, contrairement aux autres. C'est ce qui lui permet d'être plus en accord avec le caractère cartoony de cet épisode, ainsi que celui de Link. Elle est drôle, elle fait des mimiques, bref, elle est dans l'ambiance moins sérieuse de cet opus. À cet égard, son écriture est en tout point semblable à celui des hommes. Son caractère change un peu. Son assurance s'efface lorsqu'elle comprend son rôle et le fardeau d'être la princesse du royaume. Elle avait beau tenir à la liberté qu'elle avait en tant que pirate, elle l'abandonne pour rester prisonnière de son rôle de princesse, plus important que ce qu'elle veut elle. C'est le genre de fardeau souvent donné aux personnages féminins. Donné ici par un homme, son père qui plus est. Quelque chose dont ils ne peuvent se défaire comme la maternité. Et puis Zelda garde un rôle protecteur car il s'agit d'une femme, et on s'imagine toujours une femme protectrice quand elle est positive. Ce qui n'est pas très développé puisque cela arrive en fin de jeu mais qui rend le personnage d'autant plus intéressant. Le chara-design cartoon de cet opus me permet également de parler d'un sujet assez important dans les représentations genrées, la diversité masculine et la normativité féminine. Putain, rien compris moi. Ça ne concerne pas que le jeu vidéo. Loin de là. Au cinéma, les hommes aux particularités physiques qui changent de la norme sont plus nombreux que les femmes ayant ce même genre de caractéristiques. When you get to heaven, look up Margot Martindale. I won't be there, but my movies will. Notez bien, l'archétype de base dans le jeu vidéo, c'est un homme blanc, mature, hétérosexuel. Pour autant, les personnages secondaires hommes ont souvent le droit à un character design qui s'en éloigne, contrairement au character design des personnages féminins secondaires qui ne s'éloignent que peu de l'archétype de l'héroïne féminine, fine, blanche et aux formes généreuses. C'est ce qu'on voit dans One Piece pour parler de ce manga. Il y a quelques personnages féminins qui s'échappent de l'archétype de Nami et Robin, mais ce n'est sans aucune mesure avec les mecs qui sont tous de taille et de formes différentes. One Piece et Wind Waker ont en commun des chara design assez exagérés, car un peu cartoon. Mais aussi le fait que les chara design les plus particuliers sont réservés aux hommes. Ça se voit avec le groupe de pirates qui entoure Tetra. Regardez-le, lui, il a une gueule de souris, bordel. Et je parle même pas de Terry ou Twinkle. Pour parler rapidement de sa suite, Phantom Hourglass, sorti en 2007, on retrouve l'univers et les personnages et même Zelda qui finalement reste Tetra, la chef des pirates avec son caractère insouciante. Ça écrase un peu l'évolution qu'elle avait précédemment, mais à la limite ça offre une Zelda un peu différente de la Zelda habituelle. Et pourtant dans cet épisode aussi nous avons une Zelda qui sera emprisonnée, attendant le retour de Link, on retrouve une Zelda passive dans la narration. Et c'est super dommage de ne pas profiter de ce si bon personnage qui avait fait une grande partie du charme du précédent jeu. C'est un retour en arrière qui ne correspond pas du tout à cette Zelda-ci, c'est une raison qui me fait trouver en dessous de la plupart des Zelda. Comme j'ai dit, je vais passer vite sur les Zelda au gameplay en 2D, et donc les trois suivants. Force Forward et Force Forward Adventure de 2003 et 2005, ainsi que The Minish Cap de 2004. Dans le premier, Zelda est gardienne du sceau de l'épée qui enferme un puissant et dangereux mage, se fait enlever par celui-ci.
Force World Adventure reprend la même histoire mais y ajoute 2 protagonistes, Ganon et Dark Link. Et c'est celui-ci qui capture Zelda. Dans The Minish Cap, la princesse est transformée en pierre comme dans Phantom Hourglass, par un mage. Bref, ces jeux ne laissent aucune place à la princesse, elle sert juste de faire valoir et pousse le héros à partir à l'aventure à la recherche de plusieurs MacGuffin. Le jeu suivant est sorti en 2006 et a été perçu comme un des jeux les plus importants de la saga, je veux parler de Twilight Princess. Ici, 2 princesses vont accompagner le héros. La princesse Zelda, bien sûr, et Midona. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur elle, et la vidéo se centre sur Zelda, donc ne nous éparpillons pas. La princesse reste principalement au château, non sans donner des ordres et des directives à Link et son compagnon, allant même jusqu'à donner sa vie pour sauver Midona, qu'elle pense être plus important que elle dans la quête de Link. Au final, la princesse ne sera pas morte, et son corps servira de réceptacle à l'esprit de Ganondorf. Le héros libère la princesse de l'emprise du mal. Midona donne sa vie pour Zelda qui aide Link à combattre Ganondorf grâce à son pouvoir de lumière. Le jeu est ici un entre-deux. Pour une fois, la princesse n'est pas prisonnière de Ganon, et même quand elle est possédée, étant plus ou moins sa prisonnière à ce moment-là, c'est extrêmement intéressant et efficace comme image. Le fait de combattre celle que l'on doit protéger dans les autres jeux, en plus de montrer la cruauté de Ganon. Zelda reste quand même assez peu présente dans le jeu, et c'est ce qui la rend moins mémorable que Midona. Elle reste un personnage proactif, elle fait le mieux pour son peuple et se sacrifie même pour sauver Midona. Mais c'est là qu'intervient un problème courant avec la représentation féminine dans le jeu vidéo, elles sont souvent liées au care. Les métiers du care correspondent aux auxiliaires de vie. Des aides à domicile, aides-soignants, qui permet de répondre aux besoins élémentaires du quotidien. C'est des métiers qui, dans l'imaginaire, sont liés aux femmes. Et dans les arts, on retrouve souvent les femmes liées au care. Parmi les 5 dieux de l'Olympe, Hadès, Zeus et Poséidon sont les maîtres d'un territoire. Héra et Déméter sont les déesses respectivement du mariage, des femmes, de la fécondité, et de la terre et de l'agriculture de la maison pour la seconde. Ça fait beaucoup là, non? Les femmes sont souvent liées au care. Dans Naruto, la plupart des ninja Metsu sont des femmes. Elles ont un rôle essentiel et ne se limitent pas à ça, mais ça dit quelque chose. Et on retrouve la même chose dans les jeux vidéo. Prenons un jeu que je connais peu, Overwatch. Dans ce jeu, j'ai compté 13 femmes pour 30 personnages. Je compte seulement 15 hommes car 2 sont des robots. Parmi ces 13 femmes, 4 se retrouvent dans les rôles de soutien, contre 2 pour les hommes. Soit à peu près un tiers des personnages féminins sont des soutiens et seulement 1 sur 8 pour les hommes. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on retrouve aussi dans Zelda. Si Link est un combattant au corps à corps, Zelda est souvent une utilisatrice de magie, Sheik et Tetra étant un peu à part de ce point de vue-là. Même le prochain jeu, le gameplay sera tourné autour de la magie, la princesse ne se battra pas d'elle-même. Et pourquoi pas, si ça permet des gameplays différents. Le problème c'est que souvent ce type de gameplay est réservé aux personnages féminins. Breath of the Wild, on en reparlera dans la dernière partie, mais est bien plus équilibré à ce niveau-là, car même si le pouvoir de Mipha est un pouvoir de soin, celui de Daruk est protecteur aussi, et celui d'Urbosa est très offensif. Messieurs, dames, veuillez regarder ceci. Bordel de merde! Parmi les Zelda en 2D et qui ont une princesse Zelda intéressante, on a Spirit Tracks. C'est le seul jeu où Zelda est constamment présente, faisant partie entièrement du gameplay et étant un compagnon de Link. En effet, dans les Zelda 3D, on a souvent le droit à un compagnon pour Link. Celui-ci offre un gameplay unique au jeu et porte une partie de l'histoire. C'est le cas de Midona dans Twilight Princess. Ici, c'est la princesse qui est le compagnon de Link, puisque son esprit séparé de son corps entre dans une armure qui permet de résoudre les énigmes du jeu. Une Zelda un peu cartoon puisque l'on est dans un style proche de Wind Waker, mais qui reste un personnage ayant beaucoup de responsabilités. Elle a une vraie personnalité qui évolue au fur et à mesure du jeu. Elle apprend de plus en plus à accepter sa forme spectrale et met de plus en plus en avant la sûreté de son royaume avant le fait de retrouver son corps. Elle est utile durant tout le jeu et une part plus qu'importante de la réussite de la mission de Link. D'ailleurs, leur relation est du coup la meilleure de tous les Zelda que l'on vient de voir car elle est construite durant tout le jeu. Et c'est aussi la Zelda la plus drôle auquel on est droit. Skyward Sword, sorti en 2011, met également beaucoup en avant Zelda et sa relation avec Link. Dans ce jeu, la princesse n'est pas encore princesse. Elle est élève, tout comme Link, et ils sont amis depuis l'enfance. Ce jeu s'inscrit comme le premier dans la chronologie, dont je n'ai pas parlé car ça fait beaucoup débat, mais qui explique en l'occurrence que la royauté d'Hyrule n'existe pas encore, d'où le fait que Zelda ne soit pas encore une princesse. Encore une fois, la princesse disparaît au début du jeu, ce qui pousse le héros à aller à sa recherche. Elle sera plus tard envoyée dans le passé pour maintenir le sceau de l'avatar du néant jusqu'à ce que Link soit prêt à l'affronter. On apprend également que Zelda est la réincarnation de la déesse, ce qui explique son pouvoir et celui de ses descendantes. Si il est vrai du coup, elle ne sert pas à grand chose durant tout le jeu, retenant tant bien que mal le démon, on nous montre dans les crédits des scènes la concernant et montrant sa dévotion alors même que son vœu le plus cher est de rester auprès de Link qu'elle aime. Du moins dans cet opus, le doute n'est pas trop permis. Ça montre également qu'elle n'a pas rien foutu durant le jeu, ça montre qu'elle a eu sa propre quête en parallèle de la nôtre. Ici, on renoue avec des tropes du théâtre antique, la jeune femme prise dans un destin dont elle ne peut se défaire. On peut penser à Médée par exemple, destinée à ne pas finir avec celui qu'elle aime et à tuer ses enfants. Ici, Zelda n'a pas envie de jouer cette fonction de déesse, mais elle le fait pour le bien de tous, ce qui montre un caractère fort, même si encore une fois ça la rend peu proactive et peu affirmée dans le récit.
Difficile de concilier les deux après tout. Enfin, et pour finir rapidement cette partie, dans A Link Between Worlds, la princesse est de nouveau enfermée. Cette fois-ci dans une peinture, et elle ne sert que peu dans le récit. Par contre, on découvre une River Zelda, un peu comme on découvre un Reverse Hyrule. Il s'agit de Hilda, la princesse du royaume de Lorule. Dans ce monde, la Triforce n'existe plus, suite à un conflit qu'elle a créé parmi les habitants du royaume qui voulaient s'emparer de son pouvoir. Hilda est alors prête à tout pour recréer une Triforce et apporter la paix dans son royaume. Elle reprend le morceau de la sagesse à Zelda et tente de voler le courage à Link. Elle deviendra un des boss finales du jeu et est sauvée par Link et Zelda. Les deux reforment alors la Triforce et font le vœu à cette dernière de recréer celle du royaume de Lorule. Dans la licence, Dark Link est le côté maléfique du personnage, qui est souvent combattu. Mais ce n'était jamais arrivé au personnage de Zelda, bien qu'elle se soit fait posséder 2 fois. Ici on nous montre une Zelda prête à tout pour son royaume, finalement comme dans les autres jeux, mais ici son obstination irait jusqu'à détruire un autre royaume pour le sien. Cet opus montre comment la nécessité et le besoin de sauver son peuple peut pousser une Zelda dans ses derniers retranchements. Et c'est quelque chose qui va être beaucoup plus mis en avant dans les prochains jeux, mais ça, on va voir ça tout de suite. Pour conclure celle-ci, on remarque dans les années 2000 une hausse du nombre de joueuses, notamment grâce aux jeux multi. En effet, ces jeux permettent d'expérimenter différentes identités de genre. Au même moment, la conception du genre est de plus en plus considérée comme une construction sociale changeante et contextuelle dans les études. Dans le milieu du jeu vidéo, on garde quand même peu de conceptrices de jeux couplées à une marginalisation des joueuses, due entre autres à un dimorphisme important entre les avatars mâles et femelles, ainsi que la prolifération des personnages féminins passifs et ou hypersexualisés. Dans cette seconde vague du féminisme vidéoludique, beaucoup de voix s'élèvent pour demander des jeux plus neutres, avec un éventail de choix plus variés et plus de personnalisation possible. Un livre qui s'inscrit parfaitement dans cette seconde vague, c'est Beyond Barbie et Mortal Kombat, sorti en 2008 et écrit par toutes ces personnes. L'une des critiques faites à cette vague étant d'être très centrée sur les femmes hétéro-blanches, ce qui change avec la troisième vague. Cette troisième vague débute donc dans les années 2010. De plus en plus de chercheurs s'intéressent aux jeux vidéo et les joueurs se diversifient de plus en plus. Des communautés ethniques LGBTQ sont encore mis de côté mais de plus en plus intégrées, très lentement, ça va sans dire. D'ailleurs, ces communautés sont souvent le point aveugle de ces études féministes vidéoludiques. La représentation du genre trouve des alternatives et devient réflexive et critique dans cette période. Les équipes de prod s'inspirent des théories queer et une approche intersectionnelle. On y retrouve également une approche postmoderne du genre, c'est-à-dire qu'il est perçu comme quelque chose que l'on performe et que l'on peut explorer, selon les études de Judith Butler, philosophe américaine. En 2016 sort un livre très important pour cette troisième vague, Diversifying Barbie and Mortal Kombat. Le livre ouvre une discussion sur le genre, la race et la sexualité dans le jeu vidéo, le tout de manière intersectionnelle. C'est un ouvrage majeur dans les Gender Studies et les Game Studies, et un pilier des Queer Game Studies. On y parle de l'émergence d'identités de genre non normatives et anti-racistes dans le jeu vidéo indépendant. Bref, le jeu vidéo évolue, les gens qui y travaillent également, et l'industrie s'ouvre à d'autres ethnies et d'autres genres. Les questions que l'on peut se poser, c'est: est-ce que les quotas fonctionnent? Est-ce que mettre plus de femmes et de personnes racisées permettent de faire des jeux moins normatifs? C'est la question que se pose Lise Côté dans son article « Porter la diversité dans un milieu masculin, contestation et reproduction des stéréotypes de genre chez les artistes de jeux vidéo ». L'article repose sur une étude qualitative où des artistes de jeux vidéo sont questionnés sur le design qu'ils donnent à leurs personnages. On retrouve une adhésion de façade au principe de donner plus de visibilité à des minorités de genre sexuel ou ethnique, que ce soit parmi les artistes mais aussi les décisionnaires. Les décideurs! Pour qui il s'agit d'une nouvelle préoccupation. La plupart affichent, comme le fait Disney dans ses productions, une volonté d'inclusivité, plus pour des questions d'argent que de conviction, c'est ce qu'on appelle le pinkwashing. On diversifie alors de plus en plus les équipes dans les années 2000, pensant que cela suffirait à créer de nouvelles représentations. Finalement, dans les années 2010 et 2020, on voit apparaître de plus en plus de scandales concernant les gros studios, avec des cas de harcèlement et d'agression sexuelle. Comme quoi la diversité c'est bien, mais il faut que le cadre soit bien plus protecteur. En effet, la culture d'entreprise dans les jeux vidéo, notamment, est très masculine, et donc très patriarcale. Mais bref, comme le dit Ergin Bulut, chercheur en politique économique en Game et Cultural Studies, les stéréotypes s'expliquent en partie par le fait que les développeurs sont des hommes blancs, qui ont des fantasmes occidentaux de conquête, ce qui explique également leur comportement dans les entreprises. Pour revenir à nos artistes, ils disent faire des personnages variés et non hypersexualisés. Or dans la pratique, et toujours selon cette étude, ce n'est pas le cas. Même les créateurs issus de minorités ethniques réalisent des personnages hommes blancs caricaturales. Jessica Tompkins, spécialiste des sciences sociales en études des médias de genre et d'anthropologie, montre que les femmes concept artistes sexualisent aussi les personnages féminins. Les professionnels reproduisent des standards du jeu vidéo qui reprennent et amplifient des normes de beauté sociétale, valorisent des corps blancs, minces, jeunes, les raisons sont multiples. Déjà c'est plus vendeur pour les studios, qui privilégient toujours la cible blanc hétéro-masculin. Et puis bien sûr les éditeurs pèsent sur la création des jeux. Le marché étant incertain, cela pousse à des petites innovations, mais pas à ce que cela évolue franchement.
Chloé Pabers, dans un ouvrage créé en marge ethnographie d'un espace artistique à Yeoju, Corée du Sud, parle des studios de jeux vidéo et le fait qu'ils ne laissent pas de place aux artistes exigeant du copier-coller pour correspondre à une cohérence visuelle. Mais tout n'est pas la faute des studios non plus. Ils demandent rarement des caractéristiques précises pour les personnages. Les innovations ne sont pas présentes aussi car les artistes n'y pensent pas. Dans l'étude, il est montré qu'ils peuvent réfléchir au moindre détail d'un personnage, mais pas nécessairement à sa couleur de peau, qui n'est pas réfléchi contrairement aux autres éléments. C'est à cause de l'image de la société qu'ils intègrent dans leur subconscient qui fait qu'ils ont une vision assez normative finalement du monde. En bref, si de plus en plus de représentations non normatives étaient présentes, cela pousserait l'imaginaire de tous, qui serait sans doute moins normatif lui-même. Cependant, je ne pense pas que c'est ce qui se passe chez Nintendo. Ce genre de question est très occidental, et je ne pense pas que le studio s'encombre de ce genre de questions, tout simplement parce que c'est une saga qui est très codifiée. Néanmoins, en regardant le chara-design de Zelda, on remarque une chose, elle n'est pas hyper sexualisée. Ça n'a jamais vraiment été le cas dans la saga non plus, mais pour l'instant elle reste sur de bons rails. La princesse a des formes dans la norme et qui ne sont pas spécialement mises en avant. Elle porte des tenues pratiques pour ce qu'elle doit faire et ne se soucie pas tellement de son apparence. On la voit peu en robe, sauf quand elle est en habit de princesse ou de prêtresse. Car dans cet opus, Zelda doit débloquer les pouvoirs qu'elle possède en elle-même, c'est-à-dire les pouvoirs de la déesse. La princesse est la clé de la protection du royaume de par sa magie de lumière. L'histoire nous est narrée via des points de souvenirs qu'il faut trouver ainsi qu'en suivant quelques pans de l'histoire principale. En les mettant dans le bon ordre, on remarque qu'il y a une emphase toute particulière qui est faite sur la princesse, et ce qui est assez unique pour le coup dans la saga. Elle est donc très développée, et ce même si c'est un personnage que l'on voit assez peu, et qu'elle reste un personnage qui doit être délivré par Link. Quand on regarde les notes qu'elle a laissées elle-même dans sa chambre, on apprend que sa mère, qui comme elle avait de grands pouvoirs, est morte quand elle avait 6 ans. Quand Zelda avait 6 ans, pas sa mère, soyez pas con. Et qu'une légende raconte le retour imminent du fléau Ganon. La mère n'était plus là pour l'arrêter, ce rôle échoua à Zelda qui échoue, mais là je brûle quelques étapes. En effet, la princesse n'arrive à rien malgré le fait qu'elle passe son temps à prier, ce qui n'est sans doute pas aidé par le fait qu'elle soit passionnée par plein d'autres choses que les dieux de ce monde, comme la technologie, la faune et la flore. Et que son père soit un gros con qui lui met une pression de dingue. Ce qui peut se comprendre parce que le royaume est en danger, mais je lui décerne quand même le titre de roi des connards. Le bruit court que la princesse n'éveillera pas ses pouvoirs à temps, ce qui l'attend. Wow, je suis en forme moi. Elle ne trouve du réconfort qu'auprès des prodiges des 4 autres peuples et de Link, avec qui elle a d'abord une relation conflictuelle, du fait de son stress qu'elle déverse sur lui, et qui sera son plus proche allié. Immanquablement, Ganon réapparaît et massacre tout le pays, tuant le père de la princesse et tous ses amis. Il est écrit « Seul Link peut vaincre Ganon ». Link, dans un dernier élan de courage, fuit avec Zelda pour la mettre à l'abri. Alors que le jeune chevalier va perdre la vie, la princesse débloque son pouvoir détruisant les créatures qui les attaquaient. La princesse fait amener Link au sanctuaire de la Renaissance, tandis qu'elle parcourt tout le pays pour replanter l'épée sacrée avant de retourner affronter Ganon, seul le retenant pendant 100 ans. Ou peut-être 200 ans dans ma partie vu ce que je papillonne. En bref, le personnage de Zelda est écrit comme n'importe quel personnage. Elle a beaucoup de défauts qui s'expliquent par toutes les responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Elle change en prenant la chance qu'elle a d'être aussi bien entourée et décide de protéger son royaume et son chevalier servant en se sacrifiant. Ici, les rôles s'inversent, c'est Link, l'archétype de la demoiselle en détresse, qui se fait protéger. Puis il devient la belle au bois dormant, comme Zelda dans le second opus. Et puis elle est très humaine, on peut parfaitement se mettre à sa place, elle n'est pas qu'une princesse qui a eu la vie facile. Cette écriture qui change beaucoup par rapport à ce que l'on avait eu précédemment avec les Zelda et les autres productions japonaises est globalement très intéressante. Comme je l'ai dit plus tôt, le Japon est un pays assez conservateur où le féminisme n'a pas encore trop percé la solide carapace du patriarcat traditionnel de l'archipel. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. En Occident, on a une contre-culture féministe de plus en plus vivace, notamment après les années 2010 et l'affaire dite du Gamergate. Je ne vais que peu résumer ce qu'est le Gamergate, car ça prendrait des heures et d'autres vidéos le font très bien. Il s'agit d'un mouvement qui met en exergue par des journalistes la domination des hommes dans le jeu vidéo, le fait que certaines femmes soient obligées de coucher pour réussir dans le métier, et les menaces que se prennent celles qui parlent de cette culture masculiniste. Jen Frank, journaliste, indique que la raison d'être du Gamergate n'est pas l'intégrité du journalisme vidéoludique que la silenciation de la critique de la culture vidéoludique traditionnelle, patriarcale et machiste. Kathleen Dewey, autre journaliste, elle parle d'une guerre culturelle sur internet. Guerre qui continue d'ailleurs aujourd'hui, je ne compte pas les chaînes YouTube censées parler de cinéma et qui au final passent plus de temps à faire les anti-woke, le tout sans parler de films finalement. Cette contre-culture féministe n'existe pas ou peu au Japon. D'ailleurs, très peu de développeuses ont travaillé sur Breath of the Wild. Pour autant, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire la corrélation entre la diversité dans une équipe et la supposée diversité des personnages du jeu. Et c'est prouvé dans Breath of the Wild, qui n'a certes pas beaucoup de personnages féminins, mais dont la princesse Zelda est le personnage le mieux écrit de tout le jeu. Et cette équipe, en partie renouvelée pour la suite, profitera de ce nouveau projet, Tears of the Kingdom, pour encore travailler la princesse Zelda. Dans Tears of the Kingdom, sa place est encore plus centrale.
On démarre le jeu à ses côtés alors que nos deux protagonistes la jouent Indiana Jones à fouiller les souterrains du royaume. La princesse se montre encore une fois très intéressée par la science, mais les deux vont trouver Ganondorf qui se réveille et qui les sépare. Zelda va alors disparaître et ça va être à nous de la retrouver. Encore une histoire où on doit retrouver notre princesse. C'est assez classique de prime abord, d'autant qu'on va apprendre que Zelda a disparu dans le passé très lointain d'Hyrule. Et encore une fois, les voyages dans le temps et cette notion temporelle se retrouvent beaucoup dans les jeux Zelda. On en apprendra plus sur la vie de Zelda dans le passé via les larmes du dragon, qui nous offrent à voir les souvenirs comme dans le premier jeu. Zelda va, dans ce passé, vivre sa propre aventure, d'abord pour retourner à son époque, puis en prenant pleinement son rôle de protectrice à cœur en faisant tous les préparatifs nécessaires à la défaite finale de Ganon. On apprend qu'elle est la descendante du premier roi et reine d'Hyrule, un Sono, sorte de chèvre bipède avec la coupe de Goku SJ3, et d'une Hylienne, et je ne veux pas savoir la tronche de la descendance. Bon, ça rentre en contradiction avec ce qu'on a appris dans Skyward Sword, mais de toute façon la chronologie Zelda, c'est le bordel. Au passage, ce roi et cette reine, respectivement Raoru et Sonia, sont les sages de la lumière et du temps. Donc en plus dans ce jeu, on a le retour des sages, et ça explique pourquoi la reine a ces deux pouvoirs. Ces deux pouvoirs, en vérité, la princesse Zelda les a plus ou moins en même temps selon l'opus. Mais elle est effectivement souvent liée au temps et à la lumière. Raoru et Sonia vont devenir des mentors pour la jeune fille qui, comme dans un arc de shonen, va s'entraîner pour manier de mieux en mieux son pouvoir, comme on nous le montre dans certaines cinématiques. Elle rencontrera également Ganondorf qui tuera Sonia sous ses yeux, devenant le roi démon, toujours avec la coupe de Goku SJ3. Zelda devient alors le seul sage du temps et combattra auprès des autres l'infâme Ganondorf qui sera scellé par le roi. N'ayant pas d'autre choix et acceptant tout à fait son destin, la princesse se transforme en dragon pour réparer l'épée de légende et traverser les siècles qui la séparent de son porteur. Cette transformation est définitive et une nouvelle fois la princesse se sacrifie pour le bien de tous. La scène est particulièrement belle d'ailleurs, toutes les cinématiques de ce jeu sont bien mises en scène. Enfin dans le combat final, Zelda en forme de dragon, oui je parle pas d'un animé, affronte la forme draconique de Ganondorf et sera retransformée par le pouvoir combiné de Link, Raoru et Sonia qui disparaissent après ça. Pour certains ça enlève du sacrifice de la princesse. Et c'est vrai mais je trouve que la scène marche quand même. On y croit à ce sacrifice. Et moi ça m'a vraiment touché. J'ai vécu sa scène de détransformation comme un soulagement personnellement. Mais je peux aussi comprendre que certains trouvent ça trop facile. Ce qui est intéressant avec cette Zelda, c'est qu'elle accomplit beaucoup de choses. On pourrait même dire qu'elle accomplit plus de choses significatives que Link dans cette histoire, et que la défaite de Ganon est due en grande partie grâce à elle. Certes, ce n'est pas elle qui a donné le coup de grâce, mais c'est elle qui a mis tous les pions sur l'échiquier pour l'acculer. Elle vit sa propre aventure, subit des drames, se relève, continue à aller de l'avant, sans baisser les bras, accomplissant son devoir comme un vrai héros. Là où dans le premier elle mettait des bâtons dans les roues de Ganon mais attendait un pro-chevalier pour la sauver, là elle est l'artisane première de la défaite du roi démon. Et même sans parler de son utilité dans le récit en tant que personnage, elle est la mieux écrite de tout le lot. Raoru est aussi intéressant, mais Zelda, elle passe de passive dans le récit, dans le sens où elle écoute et suit les conseils et avis des autres, à active où elle prend elle-même la décision et fait ce qui doit être fait. Sa volonté de revenir dans son temps présent s'estompe quand elle comprend qu'il y a mieux à faire. Et elle se resacrifie alors même qu'elle s'était sacrifiée pendant 100 ans pour retenir Ganon. Là c'est des milliers d'années qu'il faudra attendre avant qu'elle se retransforme. Mais tant pis, elle le fait. On ne peut pas enlever son statut de héros à Link. C'est celui qui voyage, c'est notre avatar, c'est celui qui aide les personnes qu'il croise sur la route, et qui se sacrifierait pour la princesse et pour le royaume. Mais avec ces deux opus-là, la princesse obtient une toute nouvelle dimension. Elle devient elle aussi l'héroïne de la saga qui porte son nom, comme ça aurait dû être le cas depuis longtemps. Quand Tears of the Kingdom est sorti, j'ai été un peu déçu. Je pensais qu'on pourrait jouer Zelda, ce qui n'est pas le cas. Mais bon. La princesse était trop intéressante, et étant le 20e jeu de la saga, je pensais que ce serait la bonne chose. Ça n'a pas été le cas. Tant mieux, tant pis, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, ça aurait permis à la princesse de devenir la vraie protagoniste de son histoire. Mais ces choses faites depuis le 21 septembre et le 21e jeu de la saga. Zelda Echoes of Wisdom. À l'heure où j'écris cette ligne, je n'ai pas pu mettre la main dessus. Et à 60 balles, sans doute que je n'y jouerai pas à la sortie. Néanmoins, j'ai 2-3 trucs à dire. D'abord la DA, repris du remake de Link Awakening, perso j'aime bien. Mais ça enlève du sérieux que l'histoire pourrait avoir, rendant cet opus un peu à part du développement récent de Zelda. Et enfin le gameplay, même si j'aime beaucoup l'idée et je vois les possibilités infinies que ça peut laisser, comme les mécaniques de BOTW ou TOTK, que décidément Nintendo adore, il n'empêche que ça fait de Zelda une magicienne. Certes elle a toujours fait de la magie, quels que soient les opus, mais c'est cliché que l'homme soit le combattant au corps à corps et la femme magicienne. C'est un trope dans les histoires de fantasy. Trope aussi vieux que la demoiselle en détresse qui mériterait d'être dépassée. Et comme j'ai dit, j'aime cette idée de gameplay pour les possibilités que ça offre, et c'est une idée qui est logique avec la princesse Zelda qu'on connaît, donc bon. Zelda a toujours été un personnage ouranien, lié au ciel et au pouvoir lié à la déesse, là où Link est une force chthonienne, n'ayant que ses muscles et son corps pour se battre, ce dont Zelda n'a pas besoin. D'ailleurs, Link dans les Zelda Open World renaît dans des grottes, bien la preuve qu'il est lié à l'homme, à la terre.
Le but de cette vidéo est de montrer, via la saga Zelda, l'évolution de la place d'une héroïne dans le jeu vidéo. Vous trouverez bien sûr mes sources dans la description. La saga est pour moi assez représentative de cette évolution. On commence d'abord avec une demoiselle en détresse, et dans les années 80, il est vrai que le jeu vidéo était vu comme quelque chose de masculin, pour finir avec un personnage qui est tout aussi, voire plus important que le personnage principal. Ce qui entre en corrélation avec les évolutions féministes qui parcourent notre société, et donc notre art dans le jeu vidéo. On en arrive à tel point que le nouveau jeu de la saga inverse les rôles, Link devient le prince en détresse et Zelda la preuve chevalière. Avoir un jeu qui écrit mieux ses personnages féminins ne permet pas de faire un bon jeu, bien sûr, mais personnellement ça m'aide à l'apprécier et voir que les développeurs et les développeuses font évoluer ce médium. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ma vidéo, dites-moi quel est votre Zelda préféré en commentaire et moi je vous dis à plus. Tu sais pourquoi ils avaient fait une seconde quête ? Parce qu'en fait, ils avaient une mémoire très limitée sur les cartouches à l'époque. C'est que normalement, ils avaient genre 500 places, tu vois, un truc comme ça. Et quand ils ont fait les donjons, ils se sont trompés dans les calculs, ils ont pris 250 places. Du coup, ça a laissé toute une partie, mais ils étaient très contents des donjons qu'ils avaient fait. Du coup, ils se sont dit, bah, on va quand même les utiliser, mais on va remodifier les donjons et tout. Du coup, quand tu fais la seconde quête de Zelda, t'as les items qui sont foutus différemment que dans la première, et du coup ça te fait vraiment un autre jeu dans le jeu. C'est le même jeu mais différent.